En fait, le projet, c'est assez simple, là. On a voulu recréer une belle bande riveraine dans le parc de la Pointe des Pères. C'est sûr qu'il y avait déjà des arbres qui étaient déjà plantés là, sur le côté de la berge. On le voit là, mais c'est sûr qu'on voulait en fait renforcer un peu plus la bande riveraine en mettant des espèces qui allaient vraiment être plus stabilisatrices, puisque ça fait quand même pas mal d'années qu'on voit un peu de l'érosion qui se fait au parc de la Pointe des Pères, là. Donc là, en fait, on a choisi plein de plantes qui ont toutes des propriétés stabilisatrices du sol, là. C'est-à-dire qu'avec leurs racines, elles vont vraiment pouvoir stabiliser la terre et empêcher l'érosion. Puis on a aussi choisi des espèces qui allaient pouvoir être comestibles aussi. On s'est dit que ça allait être sympa pour que quand les gens viennent, les espèces soient à la fois stabilisatrices, mais que les personnes puissent aussi profiter à aller avoir comme une sorte un autre petit verger là où ils pourraient ramasser des petits fruits là. Donc au niveau des espèces qu'on a plantées là, au plus au fond, on va avoir du saule, puis après on a une autre rangée avec du cornouiller, une autre rangée avec de la viande, puis les 4 dernières rangées, c'est là où on a nos espèces qui sont comestibles parce que c'est là où les personnes vont vraiment plus pouvoir y avoir accès. Donc on a du groseillier et on a du rosier, dont les 2 baies en fait peuvent vraiment être comestibles, peuvent se manger, transformer un peu en confiture, par exemple. On a créé un événement sur Facebook, là, et notamment avec, sur l'événement Facebook, il y avait un lien pour aller pouvoir s'inscrire en ligne. Et donc, c'est ça, c'est vraiment... les gens pouvaient s'inscrire soit en tant que citoyen planteur, vraiment, là, pour venir planter des arbres, ou alors aussi s'inscrire en tant que bénévole organisateur pour un peu nous aider à l'organisation de la journée, là, parce que c'est sûr qu'il y avait plusieurs postes, là, c'est sûr qu'il y avait l'accueil, il y avait aussi... c'est ça, nous aider peut-être un peu à encadrer les citoyens planteurs, puis après nous aider aussi à faire la distribution des arbres qui venaient du ministère des Ressources naturelles et des forêts. Là, on a eu à peu près sur l'ensemble de la journée 15 personnes, ce qui est quand même pas mal, là. Puis c'est ça, c'est surtout le matin qu'on a eu le plus de personnes, puis l'après-midi on en a un peu moins. Mais on se dit aussi que le but c'était aussi de faire un événement où il y allait avoir de la sensibilisation. Donc on a un kiosque de sensibilisation un peu en arrière avec deux autres organismes qui sont là pour faire de la sensibilisation de leur côté. Donc on a aussi, la journée c'était aussi une invitation à l'ensemble de la population aussi pour venir se balader au parc de la Pointe des Pères, nous voir planter, pouvoir profiter de la sensibilisation et des animations au niveau des kiosques. Puis après, s'il y a des personnes en fait qui passaient, on a encore vraiment assez de place pour que d'autres personnes viennent se joindre à nous puis nous aider à planter. Quand ils vont grandir, ils ont vraiment besoin d'espace de chaque côté là. Donc du coup, c'est pour ça que tu as des espèces qui sont plus ou moins rapprochées là. Entre chaque rangée, à chaque fois, il y a 4 mètres là, mais sinon, dans les rangées même, là, selon les espèces, c'est pas toujours le même espace. Mais tu sais, le but, c'est pas la rapidité, là. Ce qu'on veut, c'est surtout que ça soit bien fait et que nos espèces puissent bien planter, là. Puis vous êtes en train de planter des espèces surtout qui vont être comestibles aussi. Là, il y a le rosier, puis de l'autre côté, là, ce que Stéphane est en train de faire planter, c'est comme une espèce de mur. Non, du groseillier. Parce qu'au début, on devait avoir de l'argousier, mais malheureusement, les pépinières avec lesquelles on faisait affaire, ils nous ont dit que les argousiers étaient trop petits. Donc du coup, ils ont décidé de nous donner d'autres choses. Donc du coup, on va avoir des groseilliers. Donc comme une espèce de groseille, là. Ouais, c'est bon. Mais ils seront plus au fond. Mais tu sais, c'est ça. Le truc, c'est qu'après, donc du coup, normalement, les gens pourront aussi... celle-là, elle va être... Au début, là, elle est moins proche, mais tu sais, il y a des endroits où, du coup, le rosier et puis les murs vont être plus proches, là, du bord, donc ça sera plus facile. Puis vraiment avoir une belle bande riveraine, c'est ça? C'est vraiment, tu sais, pour stabiliser la berge, là. Exact. C'est ça. La rendre aussi un peu plus belle, là, parce qu'avant, on n'avait que du fond, là, mais c'est ça. Aujourd'hui, en fait, l'OBV du lac Saint-Jean, qui est l'organisme de bassin versant, était présent lors de l'événement de la plantation d'une bande riveraine dans le parc régional des Grandes Rivières du lac Saint-Jean, qui est organisé en fait par la SGE. Qu'est-ce qu'en fait une bande riveraine?
Pour parler de ça, en fait, il faut parler des écosystèmes aquatiques parce qu'en fait, les différents éléments qui viennent protéger ces écosystèmes-là sont entre autres les bandes riveraines. Qu'est-ce que c'est une bande riveraine? C'est en fait une bande de végétation permanente et naturelle qui vient faire en fait la délimitation entre en fait une zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Pour qu'une bande riveraine soit efficace, il faut des herbacées, des arbres, des arbustes qui ont chacun en fait leur rôle à travers la bande riveraine. Les principaux rôles de la bande riveraine, en fait, il y en a 5 principaux, dont le premier, que c'est la filtration. En fait, les arbres, arbustes et herbacées vont venir filtrer les nutriments et les sédiments qui vont pouvoir tomber avec le ruissellement, un exemple, la pluie ou si vous arrosez. Seulement du gazon, dans le fond, ça va être quasiment comme si on mettait de l'eau sur le dos d'un canard. Ça va juste couler librement. Tandis qu'avec les arbres, arbustes et herbacées, ça va faire comme une bande de protection qui va justement arrêter le ruissellement. Ça va juste rentrer, ça va tout filtrer. La deuxième, justement, c'est l'ombrage. Les arbres vont venir créer un ombrage, ce qui va réduire aussi le réchauffement de l'eau, en fait. Ça va aider à diminuer l'apparition des algues nocives pour les cours d'eau. Pour ce qui est de l'érosion, en fait, s'il n'y a pas de plantes, petit peu par petit peu, le terrain va venir s'éroder avec les années et vous allez perdre de plus en plus de votre terrain. Alors que si vous avez une bande de protection avec les plantes, bien, ça va venir justement stabiliser. Le terrain ne va pas avoir d'érosion et ça va vraiment garder tout votre terrain au grand complet. Vous allez avoir vraiment plus de faune à observer. Vous allez avoir des petits mammifères, vous allez avoir vraiment beaucoup d'oiseaux, surtout si vous plantez des arbustes avec des fruits et des fleurs. Le dernier, en fait, des rôles, ça va être la rétention de l'eau. Quand il va y avoir des périodes de sécheresse, si vous n'avez rien, dans le fond, ça va être juste la petite pelouse morte, votre terrain va vraiment se sécher. Tandis que si vous avez la bande de protection, les plantes peuvent être un peu impactées, mais ça va aider aussi à la rétention de l'eau. Donc, vous allez vraiment avoir une bande, comme une espèce d'éponge qui va garder vraiment l'eau et ça va aider justement à la santé de votre terrain. Bien, l'histoire de la Pointe des Pères, ça a commencé à New York. C'est parce que j'étais allé à New York avec des étudiants au Cégep de Saint-Félicien. Il y avait un voyage à chaque année qui était organisé. Puis on avait été à Central Park, puis j'avais trouvé ça assez extraordinaire quand, au milieu d'une très grande ville, il y ait un grand parc comme ça. Puis je me suis dit, pourquoi à Dolbeau-Mistassini, il n'y aurait pas un Central Park? Ça fait que ça a commencé comme ça. Puis quand je suis revenu, bien là, j'ai commencé à faire des démarches un peu. Puis un peu par hasard, j'ai tombé sur un livre qui avait été écrit par le père trappiste Jean-Baptiste Crépeau. Qui racontait toute l'histoire des pères trappistes. Il y avait plein de belles photos là-dedans. Puis après information, je me suis aperçu qu'il était encore vivant. Fait que je suis allé le voir. Puis là, on a commencé à jaser de toutes sortes d'affaires. Il m'a expliqué toutes sortes d'affaires. Puis là, on est venu sur le terrain sur lequel on est ici. Il n'y avait pas de chapelle à ce moment-là. Puis là, il m'a expliqué qu'en haut, il y avait vraiment un village. Ça, je savais qu'il y avait un village, là, mais il m'a expliqué surtout en bas toutes les installations que les pères trappistes avaient. On était descendu en bas, on est allé voir toutes les anciennes fondations qui existent encore. Il y a déjà eu une scierie, il y a déjà eu un moulin à farine, puis il y avait aussi un mini pouvoir hydroélectrique, là, une petite centrale hydroélectrique qui produisait du courant. Puis on me dit qu'à l'époque, les pères trappistes ont eu le courant avant le Parlement. Bon, est-ce que c'était le cas? Je pense que oui, mais en tout cas, mais ça veut dire que le courant est arrivé de bonne heure ici. Puis c'était compliqué, par exemple, parce qu'il disait que durant l'hiver, souvent, il y avait un immense tuyau, un tuyau d'à peu près 6 pieds de diamètre, et des fois, il arrivait que le tuyau se glace et que là, il n'y avait plus de production d'énergie. Fait que là, il fallait que les pères trappistes dévient un peu le cours d'eau, rentrent dans le tuyau pour aller essayer de casser la glace avec des pics, des haches. Ça fait que ça devait être très dangereux, très difficile en plein hiver. Ça ne devait pas être évident. Puis aussi, c'est qu'il m'avait raconté qu'à un certain moment donné, les installations qu'il y avait étaient vétustes. Le premier monastère, il était en bois, ça commençait à être fatigué, c'était pas assez grand. Puis ils ont décidé de déménager en haut, là, où là, on voit les 2 grandes tours. Puis une des raisons pour lesquelles ils ont déménagé, c'était que la nuit, ils entendaient l'eau couler
Puis ça faisait un peu comme une champlure, mais une grosse champlure, et ça donnait envie de pipi aux pères trappistes. Ça a l'air un peu idiot, mais il m'avait dit que c'était une des raisons pour lesquelles ils étaient déménagés en haut, là où le monastère est. Là. Puis, après avoir connu toute cette histoire-là, puis de voir que dans le fond, c'était quand même c'était très important parce que dans le fond, les pères trappistes ont aidé à la colonisation, ils ont soutenu des colons, ils ont développé des cultures, ils ont fait des produits, etc. Et Dolbeau-Mistassini est redevable beaucoup aux pères trappistes, en tout cas du moins à mon avis. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des périodes que ça a été difficile parce qu'entre autres, quand il y avait le village des Pères, la ville de Mistassini a voulu les taxer. Puis eux autres, ils disaient qu'ils étaient comme un organisme sans but lucratif. Ils n'ont pas voulu accepter les taxes et finalement, le village a été démantelé. Puis ça s'est terminé là, toute l'histoire du village des Pères. Mais le terrain est resté là. Puis je me disais qu'on devrait faire un immense parc avec ça. Et là, j'ai commencé à faire des démarches. Puis entre autres, c'est arrivé autour de la fusion de Dolbeau-Mistassini. Moi, je n'étais plus conseiller municipal à l'époque, mais j'avais fondé la SGE, la Société de gestion environnementale. Puis, j'avais rencontré M. Laprise, avec qui j'étais ami, et j'avais dit à M. Laprise, là, c'est que des fois, on souhaite que les gens travaillent ensemble, puis on les force. Des fois, il y a eu des fusions forcées. Mais là, au moment où il y a deux villes, Dolbeau et Mistassini, qui décident de se mettre ensemble, de fusionner, vous devriez encourager ça, vous devriez les remercier de se mettre ensemble, de faire un travail collectif, que ça serait bon pour tout le monde. Fait que là, je lui avais dit, vous devriez donner un cadeau à Dolbeau-Mistassini. Il avait dit, OK, je vais vérifier, je vais t'en reparler. Ça fait que là, il est retourné au Parlement, il a parlé probablement avec certains ministres, et finalement, c'est qu'il est revenu en me disant, Denis, je pourrais te trouver 250 000 $ pour un projet, à condition que l'ancienne ville de Dolbeau et l'ancienne ville de Mistassini mettent chacun 50 000 $ chacun, pour un total à ce moment-là de 350 000. Et là, je lui avais dit, on pourrait acheter le terrain de la Pointe des Pères. Qui est un immense terrain bordé de chutes. C'est un terrain assez extraordinaire. Et moi, ce que je souhaitais, c'est que ce ne soit pas vendu à des privés qui auraient pu se faire un domaine ou qui auraient pu faire un développement domiciliaire ou quelque chose de ce genre-là. Moi, je voulais que ça demeure collectif. Et à ce moment-là, je suis allé rencontrer les pères trappistes, j'ai rencontré le père abbé à plusieurs reprises, là, puis une négociation assez difficile. On pourrait dire, c'est sûr que les pères trappistes, eux autres, ils espéraient avoir 1 500 000 $. C'était le prix qu'on leur avait dit que ça valait à l'époque, puis même le maire de Mistassini avait déjà été négocié, puis avait dit c'est 1 500 000 etc., etc. Là, moi, je n'avais pas cet argent-là. Ça fait qu'il a fallu que j'use, on pourrait dire, de persuasion, mais finalement, c'est que les pères trappistes ont accepté en disant, bien, dans le fond, ça fait partie de notre rôle aussi que d'aider la communauté. Et aujourd'hui, on se ramasse avec un immense parc au cœur d'une ville qui a eu beaucoup de développement. Il y a beaucoup de monde qui circule un peu partout. Là, on voit la chapelle qui est là, qui raconte l'histoire du village des Pères, qui raconte aussi toute l'histoire des pères trappistes. Puis, il y a différents endroits qu'on peut aller. Ça fait que là, c'est une fierté pour moi d'avoir participé à ça. Puis, je suis persuadé que si je m'en étais pas mêlé, probablement que ce soit un privé qui serait là-dedans. Bien, ça fait partie de ma contribution à l'évolution d'une communauté que j'aimais beaucoup et que j'aime encore beaucoup. Puis je pense que quand on aime une communauté, il faut travailler pour elle bénévolement. Bien, c'est ce que j'ai fait. Je suis bien content de ça. La SGE a été fondée en 1993, mais c'est en 1997 que ça s'est passé, qu'il y a eu l'achat de la Pointe des Pères. Puis on a eu un jeune architecte du paysage qui a fait, on pourrait dire, un plan de développement de l'ensemble du secteur. D'abord, il y a eu beaucoup de visites sur le terrain pour évaluer le potentiel. Et là, il y a eu des descriptions de fait de différents endroits, de ce qu'on pourrait faire, des différents potentiels. Il y a eu des tracés de fait aussi pour les sentiers. Et ça a commencé tranquillement comme ça. Puis, à un certain moment donné, c'est entre autres le gouvernement fédéral avait de l'argent disponible. C'est Michel Gauthier qui nous a aidés à développer ça. Puis, on a eu d'autres programmes. Et petit à petit, ça s'est développé. La piste cyclable est passée dessus. Également, il y a eu beaucoup de secteurs qui ont été aménagés. Il y a eu beaucoup de plantations qui se sont faites. Et aujourd'hui, on est dans un parc-jardin, on pourrait dire, à la fois historique, écologique. Puis je pense que tout le monde est très heureux que ce soit un bien commun.
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des problèmes présentement, là, c'est que là, dans la société dans laquelle il y a des gens de plus en plus riches, c'est que les riches s'accaparent des plus beaux endroits et on reste avec le moins beau. Bien, moi, je suis content que ce bien commun-là soit demeuré et qu'il va le demeurer pour l'éternité, si on peut dire ça. Le gouvernement du Québec a mis de l'argent, le gouvernement fédéral a mis de l'argent, les municipalités en ont mis aussi. La SGE faisait des activités de financement régulièrement. On a fait pendant longtemps là, ce qu'on appelait le souper du monde. Là. Puis à ce moment-là, c'est qu'on faisait plusieurs pays, puis on faisait ça à l'école Jean Delbault. C'était très intéressant. On a ramassé beaucoup d'argent par rapport à tout ça. Puis il y a du monde qui ont offert des services différents, entre autres, par exemple, comme pour la conservation des tours du monastère, parce qu'à un certain moment donné, les tours du monastère étaient mises en péril. C'est en train de se débriqueler, pas en briques, mais dépierrer, on pourrait dire. Les pétrapistes n'avaient pas l'argent pour pouvoir faire réparer ça. Puis là, ils avaient dit, bien, on va être obligé de couper les tours. Et moi, je disais, ça n'a pas de bon sens. C'est le symbole de Dolbeau-Mistassini. Tout le monde reconnaît Dolbeau-Mistassini par ces deux tours-là. Et j'avais convaincu Jacques Lapointe, qui avait une entreprise en construction à l'époque, la MIS Construction, de réparer ça à ses frais. Et il avait fait ça, en tout cas, puis il a sauvé les tours du monastère avec ça. Ça fait que il y a toutes sortes de monde à différentes époques qui ont contribué. Puis je pense que si aujourd'hui c'est comme ça, ben c'est pas l'œuvre de Denis Trottier, c'était le début, mais c'est la contribution d'un paquet de monde qui ont cru par la suite, des gens qui sont impliqués bénévolement à la SGE ou ailleurs. Puis aujourd'hui, ben c'est ça. Je pense que tout le monde peut être content de cette réalisation-là. C'est sûr que, tu sais, d'abord, c'est un objet de fierté. C'est quelque chose qui pourrait avoir, tu sais, on pourrait faire davantage sur l'histoire des pères. On avait pensé à un certain moment de reconstruire certains édifices. Bon, est-ce que c'est encore nécessaire? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr que ça représente un potentiel extrêmement important de développement du savoir, du repos. Puis, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est au cœur de la ville, ben, d'avoir une espèce de forêt en plein cœur de la ville, c'est quand même assez rare, surtout avec les chutes. Et on sait qu'aujourd'hui, marcher dans un milieu naturel, là, ça vaut beaucoup de pelules. Ben, j'ai l'impression que le parc de la Pointe-des-Pères soulage un paquet de monde, rend la vie plus intéressante, puis son potentiel, bien, il commence. Là. Ça va être quoi le parc dans 50 ans, dans 100 ans? Je ne le sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que ça va demeurer un objet de fierté, comme Central Park à New York. J'avais des petites idées, entre autres, dans les sentiers, ce que j'aurais voulu faire, entre autres, c'est des abris moustiquaires, dans lesquels, moi, j'appelais ça des abris de lecture, dans lesquels tu pourrais parce qu'il y a des endroits qui y a des coulées, là, puis on n'entend pas le bruit des autos, des vannes, et à ce moment-là, on est vraiment dans la nature, on a l'impression d'être bien loin dans le bois, puis qu'à ce moment-là, on puisse aller lire là. Tu t'en vas là, il y a des chaises, il peut y avoir des hamacs, des choses comme ça. Moi, je ne voyais pas des grosses infrastructures, là, mais puis je pensais aussi qu'il pourrait avoir aussi des formes de camping sauvage sur des endroits surélevés pour avoir une meilleure vue de l'ensemble des chutes. C'est clair. Moi, je pense que ce qui manque présentement, c'est un pont entre la Pointe-des-Pères, l'île Talbot et le secteur de Mistassini pour que les cyclistes, les gens à pied puissent traverser dans un endroit ultra sécuritaire, super beau, loin des autos, loin des vannes. Ça, je pense que ça, c'est la prochaine étape là, importante qui pourrait rehausser tout ça. Puis à ce moment-là, ça donnerait accès aux gens encore plus parce qu'il n'y aurait pas besoin de faire le tour par le Grand Pont. Ça serait sécuritaire. Ça, puis Hydro-Québec nous avait proposé un projet de 5 millions. Mais à l'époque, le conseil de ville de l'époque n'était pas très intéressé par ça. Bon, et finalement, ça a tombé. Mais je pense que s'il y avait un élément que je souhaiterais prochainement, c'est vraiment d'avoir un nouveau lien cyclable et piétonnier entre la Pointe-des-Pères et l'île Talbot et le secteur de Mistassini, le camping de Mistassini. Alors, on s'est demandé quel genre d'écart de température il y avait entre un endroit avec que de l'asphalte ou du béton. L'asphalte est très noire et le soleil peut taper assez facilement. Et aussi la Pointe-des-Pères avec tous les arbres et l'ombre que ça peut créer.
Donc, on a apporté un thermomètre. On va le mettre au sol pour voir quel genre de température ça va donner entre l'asphalte ici et les roches au Pointe des Pères. Sur la piste cyclable, on a atteint une température de 50 degrés. Présentement, on est dans un petit sentier dans la Pointe des Pères, donc on va voir quel genre de température on va atteindre. Dans les sentiers de la Pointe des Pères, on a atteint une température de 28 degrés. C'est une différence de 22 degrés avec la piste cyclable. Maintenant, on va aller voir sur le bord de la rivière ou les roches pour voir quel genre de température on va atteindre. Sur le bord de l'eau, on a atteint une température de 38 degrés, à comparer de 50 sur la piste cyclable et 28 en dessous des arbres dans les sentiers du parc de la Pointe des Pères. Donc, c'est prouvé, les températures en dessous des arbres de la Pointe des Pères et l'ombre que ça fait sont plus confortables et plus basses. Grâce à notre énergie propre, le Québec a le plus faible taux d'émissions de GES par habitant en Amérique du Nord. En tant que leader de l'économie verte, nos cibles sont fixées. Réduire les émissions de GES de 37,5 d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité en 2050. Nous avons le meilleur plan pour atteindre nos objectifs et réduire nos émissions de GES. Pour un Québec vert et prospère, luttons contre les changements climatiques. La série Parcours inspirant vous fera découvrir différents métiers et le parcours professionnel de personnes qui ont décidé de tracer leur propre voie. Avec transparence et générosité, ils s'ouvrent à vous et partagent leur expérience. Et vous verrez que le chemin n'est pas toujours tracé d'avance. Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria-Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous cet automne à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. À Sainte-Élisabeth-de-Prou, il n'y a pas de conseil municipal. C'est la MRC qui agit comme conseil municipal. Donc, il n'y a pas d'élu, de conseiller municipal élu par la population locale. C'est pour ça que le comité citoyen est très important pour dynamiser le village, pour faire des projets, pour s'impliquer bénévolement. Puis on a un super bon comité à Sainte-Élisabeth-de-Prou. On les appuie, la MRC, là-dedans. On a des sous pour les aider. Puis en même temps, le comité va chercher beaucoup de sous pour développer des infrastructures. On a un beau centre communautaire très, très bien aménagé, au goût du jour. On a plein d'infrastructures sportives. Donc, un beau village dynamique grâce à tous ces citoyens bénévoles qui s'impliquent.
Je m'appelle Marcel Gauthier. J'ai décidé de m'impliquer dans le petit village de Sainte-Élisabeth-de-Prou suite à un appel de collaboration des gens du milieu que j'ai accepté de devenir membre du comité de citoyens. On est 7 membres pour le moment. Il y a beaucoup plus de bénévoles que ça. On a encore 6 ou 8 bénévoles qui œuvrent en périphérie du comité de citoyens. On est aussi très dynamique sur le démarrage de projets d'infrastructure ou d'immobilisation pour améliorer les services qu'on offre à la population. Au départ, il faut savoir qu'on a des équipements extérieurs assez complets. On a un jeu de fer qui est de catégorie régionale. On a un aire de jeu pour les jeunes assez complet pour tous les âges. On a une patinoire qui, à chaque hiver, qu'on a de la glace, qui est entretenue par un responsable. On a aussi notre centre multiservice, on l'appelle comme ça, parce qu'il y a vraiment tous les services dedans. On a un comptoir vestimentaire. Alors, on a une belle entrepôt chauffé, bien éclairé, tout propre, qui lui permet d'accueillir plus de volume de linge pour le traiter, l'aménager, le préparer. C'est installé, c'est placé à peu près comme une boutique. Donc, c'est très propre. Ça sent bon, les gens apprécient de venir à notre comptoir vestimentaire. On a le comptoir alimentaire, fabrique des plats et pour les personnes souvent qui n'ont pas le temps de se cuisiner ou qui n'ont pas les moyens. Et puis on a notre belle bibliothèque, toute rénovée, avec nos responsables qui sont en tête de file actuellement. Ils reçoivent chaque année des prix d'excellence pour la participation. On a un bar pour agrémenter les soirées. On a une belle salle de spectacle qu'on a modernisé, qu'on a rendu au goût du jour. On a à la portée de la main à peu près tous les services qui sont importants d'avoir. J'ai accepté le défi d'être président du comité de citoyens Sainte-Élisabeth-de-Prou parce que je trouvais que le petit village en valait le coup, valait la peine qu'on s'occupe bien de la population. On organise des services à la même hauteur que les villes plus populeuses. Je trouve que faire du bénévolat, avant tout, on le fait pour la satisfaction d'avoir aidé les gens, d'avoir fait avancer une communauté. On ressent le sentiment de satisfaction et de remerciement de la population. On se le fait dire, puis même si on ne se le fait pas dire, on le voit dans le comportement des gens. Donc moi, c'est ce qui m'anime. De toute façon, le bénévolat, il faut le faire sans avoir d'attente en retour. Le seul retour qu'on exige, c'est que ce qu'on fait serve à quelque chose, serve à améliorer le service à la population. Et j'ai une équipe de bénévoles qui est très solide autour de moi. Donc, il y a des gens responsables dans tous les secteurs. Donc ça, c'est aussi un élément favorable pour qu'il y ait de la pérennité. Ça dure dans le temps.